Eh bien, bonsoir à tous. En tout cas, une bonne partie d'entre vous, on a passé la journée ensemble. On va clôturer maintenant avec une conférence d'Antoine Picon qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Je vais simplement laisser la parole rapidement à Hugo qui va peut-être juste représenter l'association pour les nouvelles personnes qui nous ont rejoints pour la conférence. Oui, c'est ça, merci. Bonjour à toutes et à tous pour les nouvelles personnes. Euh, Est-ce que les personnes qui n'étaient pas là ce matin peuvent lever la main, s'il vous plaît, qui n'étaient pas là aujourd'hui dans la... D'accord, donc on peut se refaire une... Non, c'est pas du bashing, hein. C'était juste pour voir, pour vous refaire une présentation très rapide de l'association et voir si ça valait la peine. Donc, en tout cas, on est l'association 2A2IA, l'association des architectes ingénieurs, ingénieurs architectes. Nous sommes une association loi de 1901. Et donc on peut avancer. Aujourd'hui, on est très heureux car on a pu faire le second colloque de la double formation ingénieur-architecte, architecte-ingénieur, donc le second colloque national qu'on a réalisé aujourd'hui à l'ENSA Versailles. On a vocation à ce que ça devienne une biennale. Il y a 2 ans, on l'avait fait du coup à l'ENSA La Villette. Donc on remercie en tout cas pour cette édition donc l'ENSA Versailles et aussi en tant que mécène la MAF qui nous soutient depuis des années. Le but, c'est que je vous présente très rapidement l'association, puis je vous laisse à la conférence qui vous intéresse ce soir. Donc, l'association, nous, on a 3 missions, on s'est donné 3 missions. L'association existe depuis 8 ans, et ses objectifs, ce sont de rencontrer et réunir, orienter et accompagner, ouvrir et dialoguer. Je vais vous traduire ça par des cas concrets, comme ça, ce sera assez pertinent. Donc en fait, et puis oui, un point, nous aujourd'hui l'association, c'est un réseau aussi, un réseau pour se poser des questions, c'est une communauté. On a d'ailleurs une communauté WhatsApp qui vous permet d'aller poser des questions au groupe et vous aurez le QR code à la fin de cette présentation. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette communauté, à adhérer à l'association. On est à peu près 1400 aujourd'hui dans la communauté, il me semble. Donc rencontrer et réunir, comment ça se traduit au quotidien? Ça, ce sont nos événements récurrents. Rencontrer et réunir, c'est permettre aux ingénieurs, aux étudiants et aux diplômés, aux ingénieurs et aux architectes de parler entre eux, de discuter. Et ça se traduit par des conférences. Et ça se traduit par des conférences, des visites de chantier ou des visites de laboratoire, par exemple. Alors ce que nous on appelle dialogues, ce sont nos conférences manifestes. Et puis donc des apéros, des cafés pour se rencontrer, pour échanger sur des sujets thématiques. On est aussi là pour aider à orienter et accompagner à tout âge. C'est-à-dire qu'en fait, on est très heureux quand on peut, alors pas dès l'enfance, mais on se comprendra. On est très heureux de participer quand on le peut aux journées des lycéens, par exemple, et donc de pouvoir aider les lycéens sur leurs orientations étudiantes supérieures. Mais on organise aussi donc pour les étudiants et donc, comme aujourd'hui pour les professionnels, des moments de réflexion, de débat sur des thématiques liées aux orientations professionnelles et aux métiers qui en découlent. Là-dessus, donc nous, on est en partenariat, certains récurrents et puis d'autres qui maintenant sont devenus des conventions et sont institutionnalisés, donc avec des écoles et des institutions. Et donc ça, c'était une partie de ce qu'on fait. Une autre partie de ce qu'on fait, c'est qu'on fait aussi beaucoup d'événements thématiques sur des thèmes qui nous semblent déjà importants à porter sur le débat public, et puis surtout qui réunissent les ingénieurs et les architectes, mais pas que. Évidemment, on va pas faire un nouveau niveau de cloisonnement, donc on est aussi là pour rencontrer la maîtrise d'ouvrage, les AMO, les urbanistes, donc un petit peu tous les métiers, et ça lance souvent des cycles, c'est-à-dire des temps longs sur lesquels on peut vous présenter des thématiques en profondeur. Donc, le thème actuellement que l'on travaille, c'est architecture de l'eau. Architecture de l'eau, ça a donné un grand nombre d'événements très intéressants. Il y a eu par exemple l'année dernière en fait la BAP, où on a pu réaliser une journée de conférence ici en partenariat avec l'ENSA de Versailles. Il y a eu aussi un dialogue très intéressant qu'on avait fait à la Maison de l'Architecture, donc une grande conférence qu'on avait fait là-bas. Et donc là, aujourd'hui, le cycle de l'eau, il est toujours en cours. Il va y avoir encore quelques événements sur ce semestre. Il va y avoir aussi une publication. Donc, il y a un ouvrage qui est en cours et qui est très avancé et qui maintenant demande à être publié. Si vous êtes encore intéressé par ce thème, pour accompagner des événements, y assister ou aider au soutien sur différentes formes de l'ouvrage, n'hésitez surtout pas à nous contacter là-dessus.
Je ne vais pas vous faire tous les cycles qu'on a fait ces dernières années. Il y a eu des cycles, je veux bien juste ça une seconde précédente. Je ne vais pas vous faire tous les cycles, mais c'est pour vous donner des idées. On a fait les cycles matériaux bas carbone, on a fait le cycle réemploi. Pareil, plusieurs événements, visites, conférences, etc. J'aime bien montrer cette image parce que c'était, si j'arrive à la montrer, parce que à la fin de notre cycle, donc d'une vingtaine d'événements sur le cycle réemploi, qui a donné des panneaux de publication, on a été invité par Bellastock à faire une journée donc pour le fameux festival Bellastock, où on a fabriqué avec des étudiants un jeu d'échecs en réemploi qui avait une double fonction, et on a des photos magnifiques d'enfants qui regardent leurs parents jouer. Enfin, c'était un très beau projet. Voilà. Ça permet de montrer, décidément, on ne veut pas que je vous montre cette image. C'est une censure inattendue. Bon, si je continue pendant pour ne pas perdre de temps, nous, un autre exemple d'événement qu'on réalise, c'est un autre type d'événement qu'on réalise, par exemple, c'est depuis 4 ans les petits constructeurs. On réalise les petits constructeurs en partenariat avec une association qui s'appelle Construire l'architecture et avec l'ENSA La Villette. Et en fait, cet événement consiste à aller enseigner aux 8-12 ans des notions, une initiation à l'architecture. Et à l'ENSA La Villette, en fait, il y a un cours dédié pour que des étudiants puissent avoir des crédits sur le fait de vulgariser un enseignement d'architecture et d'ingénierie thématique. Excusez-moi d'essayer de meubler doucement. Mais sinon, je vais continuer. Merci, merci. Donc voilà. Donc ça, c'était l'exemple de l'année dernière. Ça, c'était l'exemple de l'année dernière, mais on l'a refait cette année. J'avance très rapidement pour vite conclure maintenant. Donc il y avait déjà eu un premier ouvrage qui s'appelle L'esthétique des structures. Donc l'association joue aussi le rôle d'éditeur ponctuellement, et on espère bientôt vous présenter le second ouvrage sur l'architecture de l'eau. Et voilà, si vous voulez voir les différents... Ça, ce sont les événements de l'association sur ce premier semestre, entre autres. Il n'y a pas tout. Je vous invite à souligner, entre autres, mais tout est intéressant, notamment le dialogue numéro 10, donc je vous parlais, une de nos grandes conférences qui traitera de l'intelligence artificielle, et nos réflexions en cours sur les questions de patrimoine et d'environnement. Pour conclure sur la dernière slide, en fait, voilà, donc nous, on est présents sur les réseaux sociaux, évidemment, et si vous prenez ce QR code, vous pourrez aussi rejoindre la communauté WhatsApp dont je vous parlais, pour nous rejoindre et rejoindre la communauté. Merci de votre attention, et puis je vous laisse avec Estelle et Gabriel et Monsieur Picon pour donc cette super conférence. Eh bien, merci à tous d'être là avec nous ce soir. Antoine Picon, vous êtes ingénieur diplômé de l'école polytechnique et des ponts et chaussées. Vous êtes architecte DPLG, de l'école Paris-Villemain, diplômé de l'école Paris-Villemain, et docteur en histoire de l'école des hautes études en sciences sociales et habilité des recherches, à diriger des recherches, aujourd'hui professeur à Harvard. Vous avez... alors, pardon, il va falloir que peut-être je vais vous redonner... Comme vous voulez. Voilà. La connexion pour votre diaporama. Excusez-moi. Voilà. Donc, j'avais noté cette citation, voilà, vos propos, des propos que vous avez tenus l'année dernière lors d'une rencontre scientifique à l'École nationale des ponts et chaussées. En juin dernier, vous avez dit je suis entrée dans la recherche en histoire avec le désir de vivre une aventure plutôt que de faire carrière, probablement parce que choisir cette voie ne constituait pas une évidence après des études d'ingénieur, même tempérée par une formation d'architecte. Donc j'aime beaucoup cette citation. Et donc Antoine, nous avons souhaité vous inviter aujourd'hui, eh bien parce que avant tout, vous êtes des nôtres. C'est-à-dire, vous êtes un être hybride. Voilà, un être hybride à la croisée des mondes entre l'art, la science et les techniques. Mais nous avons aussi et surtout
souhaité vous accueillir en tant qu'historien, pour votre grande qualité d'historien. Et c'est cette voie par laquelle vous avez choisi d'approfondir votre hybridité, en réalité, et jusqu'aux confins de tous les clivages de nos vieilles sociétés. Alors ces clivages, ils sont nombreux, entre la nature, la technique, entre les machines, les humains, la structure, le décor, l'analyse, la géométrie. Bref, beaucoup de clivages, d'hybridité à analyser, à approfondir dans une grande carrière déjà qui est la vôtre. Et notre association de A2IA, elle est également née de ces hybridités, et en tout cas en réponse à un besoin de partage entre les mondes de l'architecture et de l'ingénierie qu'on ressent comme trop souvent divisés ou mis en opposition, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans l'enseignement. Et pourtant, quand on réfléchit au fondement de ce besoin de partage, on devrait peut-être reconnaître que se cache derrière justement la vertu de leur distinction. C'est pourquoi nous avons choisi pour thème de ce deuxième colloque des formations, des doubles formations, le sujet des communs et des spécificités des architectes et des ingénieurs, et que donc pour y voir plus clair, pour essayer d'y voir plus clair, ce soir avec vous, on souhaite explorer ce sujet à travers l'histoire croisée de l'enseignement, de l'architecture et de l'ingénierie. Et cette conférence, vous avez choisi de l'intituler « Aux origines d'un divorce ». Voilà, vous écoutons. Tout d'abord, merci. Je suis très touché d'avoir été invité. Bon, je dirais j'ai choisi la voie de la facilité. Je ne savais pas très bien entre architecture et ingénierie, donc j'ai botté en touche et je suis devenu historien. Mais c'est vrai que bon, je dois être un peu hybride quand même, ça, je suis assez d'accord. Bien. Mon point de départ, ça sera... Alors, je suis aussi conscient du fait que je suis ce qui vous sépare du pot final de ce colloque, donc je vais essayer de ne pas être trop long. Qu'est-ce qui se passe? On m'entend pas? D'accord, mais enfin, si je l'ai dans la narine, ça va être compliqué. Bon. Il y a de nombreux cursus d'enseignement en France comme à l'étranger se proposent aujourd'hui de réarticuler architecture et ingénierie en formant des architectes ingénieurs ou des ingénieurs architectes. Il s'agit pour ces formations finalement de réunir ce qui avait été divisé dans la mesure où la différenciation entre architectes et ingénieurs remonte pour l'essentiel, ainsi que je vais essayer de le montrer, au XVIIIe siècle. Mais quel sens revêt aujourd'hui cette ambition ? À quels obstacles se heurte-t-elle? Qu'est-elle susceptible d'apporter à la production du bâti par-delà les discours convenus sur la nécessité de redonner à l'architecture une dimension technique ou inversement de dépasser le carcan d'un technicisme trop étroit si on se place du point de vue de l'ingénierie? Alors, le regard historique permet peut-être pas de répondre complètement à ces questions, du moins d'essayer d'en clarifier certains termes, et c'est dans cette perspective que je vais essayer de me placer. Alors, je vais parler beaucoup de la France, ce qui ne m'empêchera pas quand même de faire allusion à d'autres scènes nationales, à l'Angleterre, à l'Allemagne, aux États-Unis. Mais je pense qu'étant donné la nature de mon propos, ce n'est pas si gênant dans la mesure où je veux surtout marquer une série d'étapes qui sont tout de même assez générales dans l'évolution de l'enseignement, de l'architecture et de l'ingénierie. Ce qui se passe en France, bon, il y a des particularités, mais il y a aussi des choses qui sont assez représentatives de mouvements plus généraux. Alors je terminerai par des considérations vraiment sur aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous trouvons, et encore une fois en revenant à pourquoi finalement ces formations, à quel déficit tentent-elles de s'adresser. Alors, on va faire un peu d'histoire, hein. Donc, à l'origine, lorsqu'on commence à parler d'architectes et d'ingénieurs, c'est-à-dire à la Renaissance, les figures sont tout de même très proches, avec une multiplication d'hybrides. Brunelleschi est à la fois l'un des pères fondateurs de la profession d'architecte, artiste un peu au sens moderne, mais c'est en même temps quelqu'un qui s'intéresse aux machines, qui est célèbre aussi pour ne pas avoir échafaudé jusqu'au sol pour construire la coupole de Florence. C'est à la fois un architecte, un ingénieur. C'est vrai aussi, par exemple, en France, de Philibert Delorme, qui
surtout connu comme architecte, mais qui réalise aussi des fortifications pour le compte du roi. Alors, les deux professions, bon, ça c'était Brunelleschi, les deux professions sont héritières des maîtres bâtisseurs du Moyen-Âge, c'est assez bien connu. À cela se rajoute, dans le cas des ingénieurs, une figure qui était apparue vers la fin du Moyen-Âge, qui étaient les concepteurs d'engins notamment militaires, et c'est en fait l'une des origines du terme ingénieur. Ici, vous avez un dessin de l'ingénieur italien Tacola. L'ingénieur, c'est aussi un concepteur de machines à la Renaissance. Alors, ils ont beaucoup de choses en commun. L'une d'entre elles, c'est d'essayer de se séparer du monde des artisans, même si en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, une certaine ambition intellectuelle, peut-être plus affirmée chez les architectes, ainsi qu'en témoigne la multiplication des traités. Mais encore une fois, entre architecture et ingénierie, on a affaire à une sorte de continuum. Alors, ce qui les réunit aussi, c'est l'accent mis sur le disegno, sur le projet, une dimension essentielle. Et un des fils conducteurs de cette histoire, ça va être quand même l'abandon par les ingénieurs, passé un certain moment, de la centralité du projet. Même si je vais y revenir, en fait, cette question du projet, elle est un petit peu plus compliquée en matière de formation que ce qu'on imagine souvent. Alors, la formation, au départ, l'architecte comme l'ingénieur se veulent des artistes, dans ce sens assez général qu'on donne à ce terme, des gens qui maîtrisent un art jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Et en fait, le mode principal d'apprentissage, d'éducation, c'est l'apprentissage. On va étudier auprès d'un maître et se former donc à son contact. Alors, ça va commencer à évoluer dans l'Europe, je dirais, pré-industrielle, avec la création des académies, la montée en puissance des académies, et celles-ci vont regrouper des artistes. Du coup, dans un certain nombre de cas, ces artistes académiciens vont songer à mutualiser un petit peu l'enseignement dispensé à leurs élèves. Et c'est l'origine, finalement, des premières écoles, entre guillemets. En France, l'Académie d'architecture créée en 1671, presque immédiatement décide de créer un cours de théorie, puis plus tard des enseignements de construction pour les élèves. Mais en fait, les élèves, ils vont en fait essentiellement se former chez les différents membres de l'Académie comme employés finalement de leurs agences. Alors, j'ai parlé de la primauté du projet, c'est un petit peu plus compliqué, et je vais y revenir, parce que en fait, ce qu'on enseigne à l'école de l'Académie, c'est plutôt les cadres de la discipline que réellement le projet. On fait du projet pour son patron, mais ce n'est pas une éducation centrée sur le projet comme aujourd'hui. On apprend par exemple les ordres, leurs détails, etc. Un peu plus tard, on fera de la construction. On fera beaucoup de construction, en fait, à l'école de l'Académie. Ici, c'est tiré du cours de François Blondel, le premier professeur de l'Académie. Eh ben, on détaille de façon très longues, les différents ordres, leurs proportions, etc. Donc ce n'est pas centré, je reviendrai sur le moment où le projet va émerger comme la dimension centrale de l'éducation, parce que ce n'est pas le cas au début, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Alors, bon, j'en viens aux Lumières, le XVIIIe siècle, parce que c'est vraiment au XVIIIe siècle que vont, d'une part, les formations vont s'institutionnaliser un petit peu plus, et puis d'autre part, on va voir arriver une distinction, les prémices d'une distinction entre architecture et ingénierie. Et le cas français est assez éclairant, mais en fait, des choses assez semblables se passent en Angleterre, en Espagne, etc. Alors, forte montée en puissance, les Lumières, l'éducation au XVIIIe siècle, ça devient un thème important auquel des philosophes comme Rousseau, mais d'autres consacrent des traités. Et du côté de l'enseignement de l'architecture, ça commence à se formaliser un peu. L'école de l'Académie, qui existe donc depuis les années 1670, s'organise de plus en plus, commence à avoir un peu plus de cours. Et puis on voit émerger quelque chose qui sont on organise des concours dans lesquels en fait ce qui est mis au concours, c'est on met des programmes et les élèves doivent en fait faire des rendus sur des programmes. Et donc là, on voit émerger pour la première fois réellement des logiques de projet.
Et notamment, on va tester la capacité des élèves à répondre à des projets. Par exemple, au moment où on s'intéresse beaucoup à l'adduction d'eau à Paris sous Louis XV, on va mettre un projet de fontaine monumentale au concours parmi les élèves de l'académie. Ça, c'est celui qui gagne. Et en fait, plus tard, on va avoir des projets de plus en plus ambitieux. Et c'est en fait le début de ce qui va devenir le prix de Rome. C'est-à-dire le gagnant, le roi va lui accorder une bourse pour aller étudier à Rome. Et au XIXe siècle, ça deviendra le prix de Rome de l'école des beaux-arts. Alors, l'école de l'académie renforce aussi ses enseignements. Une évolution qui s'accentue avec l'arrivée de Jacques-François Blondel, c'est pas le même que le François Blondel du début de l'académie, qui est un monsieur, ça j'étais très fier de moi parce que l'illustration était dégueulasse, mais ChatGPT aujourd'hui fait des merveilles en matière de résolution. C'est en fait Jacques-François Blondel, c'est un des rares dessins qu'on ait de l'enseignement de Jacques-François Blondel, il est en train de démontrer le fonctionnement d'une machine. Et donc, on fait encore les ordres, les machines, enfin, tout ce savoir un peu vitruvien qui reste quand même dominant. Alors, en parlant de la question du projet, son rôle va se renforcer dans les dernières décennies de l'Ancien Régime, notamment avec quelqu'un dont vous avez, pour ceux qui ont fait de l'histoire de l'architecture entendu parler, Étienne-Louis Boullé, qui, en fait, qui est connu pour ses projets monumentaux, etc. Mais on oublie souvent qu'en fait, ces grands projets un peu dramatiquement monumentaux s'accompagnent d'une réflexion sur les logiques de génération du plan. Et en fait, Boullé, c'est en fait le premier à explorer ce qui va devenir la notion de composition à l'école des beaux-arts, ces espèces de grandes machines, etc., cet art du plan, sur lequel va se centrer l'école des beaux-arts au XIXe siècle. Et en fait, on voit une influence grandissante de Boullé à l'Académie. Par exemple, c'est un projet de cimetière monumental par un élève de l'Académie. Et en fait, c'est un projet parfaitement bouléen, y compris dans son gigantisme, etc. Alors, du côté des ingénieurs, c'est là où c'est le plus spectaculaire. Je dirais, c'est là où on voit vraiment une transformation assez massive. Alors, pour la comprendre, je dirais, d'une part, via les académies, les architectes avaient commencé à acquérir une reconnaissance professionnelle, les ingénieurs, c'était moins chic pendant longtemps. C'était plus utilitaire, etc. Il y a une espèce de montée en puissance de la profession au XVIIIe siècle, un peu partout en Europe. Alors, avec des trajectoires assez différentes, par exemple, entre l'Angleterre et la France. En Angleterre, ce qui commence à se constituer, c'est des associations, au début informelles, puis qui se formalisent, d'ingénieurs qui prennent l'habitude d'échanger sur leur art, etc. La création, par exemple, en 1771, d'une Society of Civil Engineers, qui est en fait une espèce de club d'ingénieurs autour de la figure de John Smeaton, qui est le plus grand ingénieur anglais du XVIIIe siècle. Alors ça préfigure quelque chose qui est important en Angleterre et aux États-Unis plus tard, qui va être la création d'associations professionnelles. En 1818, alors ça c'est un tableau fictif représentant la création de l'Institute of Civil Engineers, qui va être en fait l'institution qui va définir la profession d'ingénieur en Angleterre. Alors en Angleterre, on va se former toujours selon l'apprentissage, mais on devient ingénieur réellement au terme de son apprentissage lorsqu'on est reconnu par une association professionnelle. Et donc, ça va être extrêmement différent de la trajectoire française. La trajectoire française, c'est... Alors les ingénieurs anglais travaillent pour la plupart dans le privé, même s'il y a des ingénieurs militaires, etc. En France, ingénieurs d'État. On va retrouver la même chose en Espagne, plus tard en Russie, etc. Organisé en corps d'ingénieurs. Le premier corps, c'est les fortifications dans les années 1690, ensuite 1716, les ponts et chaussées, plus tard les mines, etc. Et puis des créations d'écoles. L'école des ponts et chaussées en 1747, une école pour les ingénieurs des fortifications en 1748, l'école des mines, et puis plus tard l'école polytechnique. Donc des écoles, et avec elles une identité qui commence à se distinguer de celle des ingénieurs. Alors, les divergences sont, je dirais, un ingénieur à la fin du XVIIIe siècle, en général, c'est un type qui connaît la géométrie, qui prétend savoir quelque chose du calcul infinitésimal, mais en fait, la plupart du temps, il n'y comprend rien. Il fait quand même surtout encore de la géométrie, de l'arithmétique, etc., à quelques exceptions près. Mais
ce qui s'accuse, c'est des différences dans le projet professionnel. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Au départ, c'est plutôt des divergences idéologiques que des divergences en termes de connaissances. Alors, divergence idéologique, les ingénieurs sont persuadés que l'avenir est à eux, que l'avenir, c'est synonyme de progrès. Ne pas oublier que la notion de progrès, elle remonte pour l'essentiel aux Lumières. C'est-à-dire qu'avant, on ne pensait pas que la société progressait de façon évidente, etc. Et la technologie, les techniques deviennent une mesure du progrès. Ce n'est pas la seule, mais c'est une mesure du progrès. Donc l'ingénieur se veut un agent du progrès. Alors, c'est lié à aussi une autre chose, là aussi, qui n'est pas évidente, mais c'est que pendant longtemps, l'idée que les techniques, c'était quelque chose où les différentes techniques avaient des relations les unes avec les autres, ce n'était pas une idée du tout naturelle. On divisait en des arts, il y avait le ferronnier, le charpentier, le fontainier, le peintre, mais l'idée qu'il y avait des connexions de tout ça, ce n'était pas du tout évident. Les Lumières vont en fait inventer l'idée qu'il y a une espèce de nappe de pratiques techniques qui ont des relations les unes avec les autres. Alors, c'est d'ailleurs à cette époque qu'un Allemand, Johann Beckmann, invente le terme technologie, technique plus logos, un discours sur finalement les techniques et leurs relations. Et l'ingénieur va progressivement devenir l'acteur qui incarne cette espèce de regard global sur les techniques. Donc, vous voyez, grandes ambitions. Et alors, j'ai parlé de Beckmann, ça c'est plutôt pour spécialistes. Plus connu, l'encyclopédie aussi, avec sa description des arts et métiers, va exactement dans le même sens. Alors, c'est plus compliqué pour l'architecture, parce que c'est aussi le moment où l'architecture, en fait, va commencer à imaginer que le futur est dans le passé. Et que des gens comme Johann Winkelmann, le premier historien de l'art, vont expliquer qu'en fait, le futur de l'architecture, ça serait de restaurer la beauté et la dignité de l'art grec. Donc vous voyez cette espèce de tension qui commence à s'accuser entre une profession d'ingénieur qui se veut agent de progrès, une profession d'architecte beaucoup plus incertaine sur ce que signifie le progrès dans les arts. Donc des questions en quelque sorte idéologiques. Alors, ça va correspondre aussi au moment où l'ingénierie va cesser d'être une branche de l'architecture. Vous parliez de l'eau. Pendant très longtemps, on considérait que l'ingénierie, c'était une branche de l'architecture, et notamment, ça c'est la classification de Davillers, le système figuré de l'architecture. L'architecture hydraulique, en fait, c'est de l'ingénierie. C'est les ponts, les écluses, les canaux, etc., etc. Et en fait, c'est une branche cadette de l'architecture. Le XVIIIe siècle, c'est le moment où les ingénieurs vont vouloir cesser d'être les cadets de l'architecture et considérer que l'ingénierie est une discipline autonome. Et donc, ça va jouer un rôle dans cette affaire. Alors, à propos d'ambition, ça, c'est une représentation de l'école des ponts et chaussées vers 1780. Je vous rassure, ce n'était pas du tout comme ça en 1780 à l'école des ponts et chaussées. C'est une représentation parfaitement imaginaire, commandité par le directeur de l'école des ponts à un artiste, et en fait, ça s'inspire de la représentation traditionnelle des académies. Ça grouille de monde, l'école des ponts, c'était beaucoup plus petit, et qui font des expériences de physique, de chimie, qui déploient des plans, qui font semblant de savoir lire, des tas de choses tout à fait étonnantes. Et en fait, ça retranscrit très très bien cette espèce d'ambition, finalement, des écoles d'ingénieurs de devenir des académies du progrès, d'un progrès scientifique et technique qui aurait du sens pour tous. Alors, il va y avoir finalement du coup, je dirais, ça va se traduire par un certain nombre d'évolutions concrètes dans ce que font les ingénieurs. Première chose, les ponts, depuis la Renaissance, c'était considéré comme des ouvrages qui relevaient de l'architecture. Palladio avait dessiné des ponts. Jusqu'au début du XVIIe siècle, les ponts sont la plupart du temps dessinés par des architectes. Les ingénieurs vont commencer à décider des ponts qui, de façon très volontaire, ne veulent plus être des ouvrages d'architecture, mais quelque chose qui tirerait sa beauté d'une pure utilité. Et ça, c'est un des derniers ponts de Jean-Rodolphe Peyronel, fondateur de l'école des ponts. Aucune décoration, des proportions volontairement non vitruviennes, avec une extrême minceur des piles, donc une espèce de revendication qui est moins forte chez les ingénieurs anglais, qui demeurent plus classiquement palladiens, etc. Mais malgré tout, vous commencez à avoir cette idée que finalement, la naissance de ce qui deviendra un jour l'infrastructure en tant que quelque chose distinct de l'architecture. Alors, deuxième chose, le calcul.
Alors, quand je disais les ingénieurs ne savent pas trop calculer, mais ils sont conscients que quand même, il va falloir changer profondément la nature du savoir constructif. Et notamment, il va falloir s'intéresser, par exemple, sur la gauche, c'est les turbulences provoquées par les piles de pont. Et il va falloir repenser les questions d'hydraulique. Il va falloir repenser la théorie des voûtes. Ça, c'est le célèbre mémoire de Charles-Augustin Coulon sur l'application de quelques problèmes de maximise et minimis aux voûtes, qui est en fait un des grands moments où le calcul des voûtes commence à s'émanciper des théories traditionnelles très marquées par l'architecture et la théorie des proportions. Et en fait, ce qui naît, c'est un désir d'un autre savoir que des savoirs traditionnels liés au monde de l'architecture. Alors, deux autres dimensions. L'idée de processus, c'est-à-dire un ingénieur, c'est quelqu'un qui ne dessine pas uniquement des ouvrages, c'est quelqu'un qui conduit des processus. Et donc, en fait, le chantier, c'est au moins aussi important que l'objet final. Et donc, avec une espèce, là aussi, d'opposition implicite avec l'architecte qui, fondamentalement, se concentre sur les propriétés de l'objet final. Et dernière dimension, illustrée par ce projet de territoire idéal, c'est des concours de cartes de l'école des ponts des années 1780. En fait, la véritable échelle des choses, c'est le territoire tout entier. Et donc, là aussi, avec l'idée d'aménagement, etc., qui commence à naître. Donc, vous voyez finalement des divergences qui commencent à s'accuser entre les deux professions. Alors, les architectes de la génération de Boulay et Ledoux sont très très conscients que quelque chose est en train de se jouer et que c'est un peu embêtant. Et du coup, ce n'est pas un hasard si Boulay, comme Ledoux, s'amuse à corriger les ponts à la Peyronnet, à les réinscrire dans un registre symbolique, etc., se référant aux ponts de bateaux primitifs, en les surdécorant, pour essayer de montrer qu'en fait, non, il s'agit de rapatrier l'ingénierie dans le champ de l'architecture. Donc quelque chose se joue à cette époque-là. Alors je passe rapidement. L'approfondissement finalement de toutes ces tensions, eh bien, elles vont conduire progressivement à la séparation entre ces deux professions. Progressivement, encore une fois, ça ne va pas se faire en un jour. Ça va prendre, grosso modo, encore quelques décennies supplémentaires. Mais il est quand même très clair que dans les années 1820-1830, l'architecte et l'ingénieur, c'est plus la même chose. Alors du côté de l'architecture, si on regarde la formation, le projet acquiert l'importance qu'on lui connaît jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment un des legs du XVIIIe siècle, etc. Là, c'est l'école des beaux-arts, la salle Melpomène, où j'ai autrefois suivi les cours d'architecture de Jean-Louis Cohen. Et vous voyez au XIXe siècle les étudiants qui amènent leurs projets. Et l'éducation est à présent centrée sur le projet. Ironiquement, d'ailleurs, c'est un professeur d'école polytechnique, Jean-Nicolas Ludouran, mais qui était un élève de Boulay, qui en fait définit le plus clairement les principes de la composition, avec cette planche que je trouve toujours admirable, marche à suivre dans la composition d'un projet quelconque, à partir de la définition d'axes fonctionnels, de circulation, etc. Je ne vais pas vous donner un cours sur la notion de composition aux Beaux-Arts, mais c'est très typique. Je dirais, ce qui va faire la force de l'école des Beaux-Arts, c'est une des rares institutions qui formalise complètement l'apprentissage du projet au XIXe siècle. Avec, y compris... Bon, si vous êtes par exemple un architecte Beaux-Arts, vous comprendrez immédiatement que la question posée, ça c'est en fait, bon, c'est plus juste pour vous donner une idée de comment raisonne un architecte Beaux-Arts, c'est pour un prix de Rome où on vous dit finalement il s'agit de dessiner un hôtel pour un banquier qui a deux fils dont l'un est marié et l'autre est célibataire. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que ça signifie. Ça veut dire hôtel pour un banquier qui va abriter la banque, axialité, monumentalité, etc. Et vous voyez la cour centrale, la banque avec les bureaux qui se distribuent, etc. Là, un fils marié, un fils pas marié, ça veut dire deux ailes dissymétriques, gérer la dissymétrie dans une composition. Donc vous voyez comment ça mélange le fonctionnel, le symbolique, etc. etc. Bon, une éducation qui évidemment est assez différente de celle qu'on peut connaître par ailleurs. Alors ça ne veut pas dire, contrairement à la légende accréditée par des gens comme Gideon et d'autres, qu'on ne fait pas de technique aux beaux-arts. Ne serait-ce que parce que les beaux-arts ne délivrent pas de diplôme pendant très longtemps, donc un architecte qui ne sait pas construire,
et risque d'avoir de sérieux problèmes. Donc on fait de l'apprentissage, de la construction de la charpente, de la coupe des pierres, de la construction métallique, etc. Un architecte du 19e est quelqu'un de très bien formé encore en matière de construction. Mais ce n'est pas le cœur de la formation. Le cœur de la formation, c'est plutôt ces questions de composition, et puis aussi des questions plutôt liées à la question des styles, etc., avec l'historicisme et l'éclectisme, qui sont deux des réponses de l'enseignement de l'architecture aux défis du 19e siècle. Alors je passe là-dessus. Alors, il y a d'importantes nuances qui s'introduisent au cours du 19e siècle dans l'enseignement de l'architecture. Par exemple, en Espagne, à cause du modèle polytechnique dont je vais reparler dans un moment, il y a dès le 19e siècle une composante technique plus forte et plus affirmée. Il y a d'autres pédagogies. En Angleterre, vous avez des institutions qui se proposent quand même beaucoup plus clairement qu'en France de réconcilier architecture et arts appliqués. Un peu, c'est ce qui donnera naissance aux arts and crafts. Mais il y a encore. Mais je dirais, l'école des beaux-arts, c'est quand même un modèle extrêmement important. La plupart des écoles américaines vont être créées sur le modèle des beaux-arts. Là, vous avez deux planches du MIT, le premier programme d'enseignement de l'architecture aux États-Unis à partir des années 1865-70. Et là, vous voyez à gauche un hommage des élèves d'architecture du MIT à l'école des beaux-arts, et sur la droite, une planche qui pourrait être très directement beaux-arts. Alors du côté des ingénieurs, des évolutions tout aussi importantes, mais qui ne vont pas dans le même sens. La première, c'est enfin le branchement direct de la formation des ingénieurs sur les sciences en train de se faire, et une institution évidemment qui joue un rôle tout à fait central dans cette affaire, c'est l'école polytechnique, créée en 1794, et dont les programmes d'emblée se proposent d'enseigner aux ingénieurs la mécanique, l'analyse mathématique, etc., à un niveau beaucoup plus élevé que ce qui était le cas au XVIIIe siècle. Donc fonder l'enseignement de l'ingénierie sur l'application des sciences, qui est une chose relativement nouvelle à l'époque, c'est les plans. Alors on multiplie les plans où on expose les divisions du savoir, et dans lesquelles on va trouver de la physique, des mathématiques, etc., etc. Alors, ça va être finalement, l'école polytechnique est un peu la matrice de ça, mais ça va être aussi la caractéristique de toute une série d'institutions. Je dirais le modèle polytechnique va faire des émules, il y a des écoles polytechniques se créent un peu partout, j'ai pris juste le Polytechnique de Milan comme un des exemples de ce genre de choses. Il y a un Polytechnique à Rio, il y en a vraiment partout. Alors, ça va de pair aussi, je parlais des sciences finalement mécaniques, etc., avec la constitution de sciences particulières à l'ingénieur, comme la résistance des matériaux. Ça, c'est une des planches du cours de Navier de 1826, qui est un des cours fondateurs de la résistance des matériaux. Alors, il y a d'autres évolutions, évidemment. À partir des années 1850, le modèle de l'apprentissage au Royaume-Uni, enfin ce qu'on appelle encore la Grande-Bretagne, va diminuer, et vous allez avoir une scolarisation croissante des ingénieurs, même en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout, etc. Alors, avec d'autres évolutions, d'autres couches vont se rajouter. Par exemple, les Allemands vont développer un rapport non plus seulement à la science, mais à la recherche, et avec un modèle finalement d'ingénieur universitaire, et ça va très fortement influencer les États-Unis. Là, vous avez le laboratoire de chimie du MIT vers la fin du 19e siècle, et ça, c'est inspiré directement par les modèles allemands. La France restant d'ailleurs à la traîne en matière de rapport entre enseignement et recherche dans le domaine de l'ingénierie. Alors, c'est aussi, le monde de l'ingénierie est un monde qui est en expansion tout à fait vertigineuse, et du coup avec des tensions nouvelles. C'est-à-dire que l'ingénierie est en train d'exploser. Le grand symbole de ça en Angleterre, c'est l'explosion de l'Institution of Civil Engineers de 1818 et la création d'une Institution of Mechanical Engineers dans les années 1840. Suivront ensuite l'ingénierie électrique, l'ingénierie chimique, etc. Donc un monde en explosion. Et évidemment, pour les ambitions polytechniques, comment peut-on encore enseigner dans une seule école toute la diversité
de ce qu'est l'ingénierie. Du coup, je dirais, la notion de projet va s'élargir, projet de mécanique, projet, etc., mais aussi avoir tendance à se diluer. C'est aussi le moment où apparaît de plus en plus nettement cette tension qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui entre, je dirais, une approche plutôt synthétique de l'architecte. La grande difficulté, finalement, du projet, c'est de synthétiser de l'hétérogène, et une approche de plus en plus analytique des ingénieurs. La première chose que fait un ingénieur, c'est décomposer le problème grand A en A1 et A2, qui eux-mêmes vont se décomposer en A11, A12, et c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Et donc, évidemment, avec la montée en puissance, du coup, d'ailleurs, d'une approche en termes de problèmes à résoudre plus que de projets. Alors, évidemment, cette marginalisation du projet, comme on avait pu le connaître, commun à l'architecture et à l'ingénierie, va s'accentuer avec, vers la fin du XIXe siècle, une nouvelle évolution qui est l'apparition de l'ingénieur organisateur. C'est les années Taylor, si vous voulez, etc. Mais c'est aussi, finalement, le moment où les ingénieurs commencent à devenir des cadres sup, si vous voulez. Et ce qui était, et pas plus forcément des techniciens. Alors, en revenant à l'ingénierie civile et à l'ingénierie des structures, ce qui est le plus proche, reste le plus proche de l'architecture, on voit s'approfondir des choses que j'ai déjà notées, des formes qui ne sont plus du tout celles de l'architecture. Ça, c'est pas un pont vitruvien, c'est le pont de Saltache de Brunel. Bon, c'est pas pensable dans les cadres traditionnels de l'architecture. Le rapport à la science, j'ai déjà montré Navier, je vais en passer, mais la question du processus devient de plus en plus importante, la construction de Garabi, et puis aussi ces questions territoriales, avec, j'aime toujours beaucoup cette carte, parce que la superficie des pays est proportionnelle à la densité, à l'intensité des circulations en chemin de fer. Et en fait, et ce qui explique que la Bretagne soit très rikiki. Comme le gars est français, la France est un petit peu plus grosse que ce qu'elle nécessiterait. Alors l'Espagne est vraiment rabougrie, alors que l'Angleterre est colossale, parce que forcément, c'est là où il y a le plus de trafic. Et vous vous rendez compte qu'en fait, le monde des réseaux modernes est un monde qui n'est plus traditionnellement spatial, c'est un espèce d'espace-temps technico-économique qui n'est plus le monde classique de l'architecte. Donc comment l'architecte peut-il s'adapter à ça? Alors, en dépit de ces tensions, il reste quand même de fortes connivences entre les deux professions. Par exemple, l'historiographie du mouvement moderne vous montre toujours en général la grande halle aux machines de 1889 via la photo de gauche, la performance technique, les fermes articulées en 3 points, etc. On vous montre beaucoup plus rarement la porte d'entrée de ce truc, qui est quand même une quintessence de Beaux-Arts. Et on vous dit encore plus rarement qu'en fait, l'architecte et l'ingénieur ont collaboré beaucoup plus que ce qu'on croit souvent. C'est plus compliqué de départager les choses entre l'architecte et l'ingénieur que de croire qu'il y en a un qui a fait les fermes et l'autre qui a mis des statues. C'est plus compliqué. Et donc, il reste quand même des connivences. Ça va jusqu'à présent, j'ai perdu personne. Je vous rassure, l'heure du pot arrive. Alors, je vais quand même parler du présent. Bon. Ce qu'on peut dire quand même sur le XXe siècle, c'est que du Bauhaus à la pédagogie de John Eduke, à la Cooper Union, qui est d'ailleurs l'une des sources de l'enseignement d'Henri Siriani à UP8, en passant par les pédagogies expérimentales d'Amérique latine, s'est passé beaucoup de choses en Amérique latine intéressantes dans les années après la Seconde Guerre mondiale. Le XXe siècle a connu de nombreuses évolutions dans le champ de l'enseignement de l'architecture, même si l'école des beaux-arts a survécu jusqu'en 68. Bon, ça c'est le Bauhaus avec le Forlehre, le cours de base, etc. Et puis la spécialisation progressive. Alors, ça ne va pas empêcher les deux professions qui se sont distinguées d'avoir des fois des regrets, surtout d'ailleurs du côté des architectes. D'où d'ailleurs, avec cette espèce d'ambiguïté, chez Le Corbusier, on admire les ingénieurs, leurs problèmes bien posés, comme on va faire figurer la halle d'Orly de Freycinet dans Vers une architecture. Mais en même temps, bon, il s'agit quand même de réaffirmer que l'art d'émouvoir via l'architecture est quand même supérieur à la pensée structurelle pure. Alors, du côté des ingénieurs, vous aurez aussi des théoriciens, etc. Bon, il n'est pas inutile de se rappeler que Billington, par exemple, va inlassablement, professeur à Princeton,
se faire l'avocat d'un art des structures qui ne devrait rien à l'architecture. Donc, dans les deux sens, il y a ces questions. Alors, d'une certaine façon, les différences entre architectes et ingénieurs, elles se sont maintenues pour l'essentiel jusqu'à aujourd'hui. Mais elles trouvent néanmoins leurs limites à cause d'un certain nombre d'évolutions. Alors d'abord, si on regarde l'architecture, il faut quand même être clair, ces 30 dernières années, l'architecture a pris dans la figure deux évolutions technologiques et programmatiques, etc., absolument majeures. Le numérique, à partir du début des années 90, et puis la question environnementale, plus récemment. Et je dirais, ça tend à retechniciser certains des problèmes de la profession. Donc je dirais qu'il faut quand même appeler un chat, même si on sait bien que l'IA va un jour remplacer le codage. Malgré tout, il y a eu la question technique est revenue assez fortement à cause de ces deux évolutions. Côté ingénieur, on a eu le retour de la notion de projet, parce qu'on s'est rendu compte quand même que l'idée de résoudre des problèmes ne résolvait pas tous les problèmes, et qu'il fallait probablement réinventer une approche peut-être un peu plus holistique des choses. Et évidemment, j'en viens à cette multiplication de formations architectes-ingénieurs, tous ensemble, construisons gaiement des arches expérimentales, comme ici à l'école d'architecture de la ville et des territoires, où, bon, on est tâché de savoir qui est l'architecte et l'ingénieur. Alors, je crois que ce qui se passe quand même, il y a une incertitude quand même assez profonde, à la fois en architecture et en ingénierie, concernant les fondements disciplinaires. En architecture, et aussi les justifications de la discipline. Le numérique, comme la question environnementale, pose des questions de fondation disciplinaire. Quid aussi avec l'IA? Personne ne sait quand même aujourd'hui, alors moi aussi j'écris de temps en temps des articles brillants et pas très conclusifs, sur l'IA et le projet. Bon, personne ne sait très bien encore complètement, on a des hypothèses les uns les autres, etc., comment ça va se passer. Comment aussi, par exemple, réarticuler projet et nature? Il est très peu probable qu'en dépit de leur succès médiatique, les Bosco Verticale de Boéry soient l'avenir, ne serait-ce qu'à cause de la quantité de béton qu'il faut couler pour supporter les arbres, mais il pose une vraie question qui est aujourd'hui, finalement, le rapport à la nature, c'est en train de devenir une question absolument centrale en architecture. J'en ai marre d'ailleurs des projets avec le mycélium. Il y a à peu près une école sur deux qui a 3 gars qui font du mycélium dans un coin. Mais enfin, ça veut dire quelque chose. Plus radicalement, et un peu partout dans le monde, vous avez des jeunes architectes, des jeunes étudiants qui se demandent faut-il encore continuer à construire, avec des gens comme Charlotte Malterbach qui écrivent des manifestes là-dessus. Donc il y a une question qui est posée. Côté ingénieur, eh ben, c'est pas plus clair, pour d'autres raisons, mais qui ont quand même des liens avec le contexte général. Le premier, c'est la remise en cause de la notion de progrès. C'est-à-dire qu'il est quand même clair aujourd'hui que beaucoup de gens s'interrogent, est-ce que la technique est réellement une mesure d'un progrès humain ou est-ce que ça nous conduit dans une impasse? La grande nouveauté quand même, c'est que les infrastructures qui étaient censées être bonnes sont aujourd'hui contestées dans un certain nombre de cas et qu'on ne prend plus la parole de l'ingénieur comme parole d'évangile. Du même coup aussi, on s'interroge sur les questions de performance technique. Est-ce que plus haut, plus fort, plus lourd, plus loin, ça a encore un sens? Et vous avez du coup le succès d'essais comme celui d'Olivier Amand qui propose de substituer la robustesse et donc une certaine forme quand même de redondance à la quête de l'optimisation traditionnelle dans le champ des techniques. Et puis, comme dans le champ de l'architecture, la question du rapport à la nature. Il n'est pas anodin qu'en fait on soit au-dessus d'une autoroute, une des autoroutes les plus chargées d'Île-de-France, mais avec ce passage pour animaux, aujourd'hui on est face à ces questions, etc. Alors, il y a la quête d'une technicité différente, il y a la quête aussi du sens, et je crois que tout cela questionne très profondément les formations et les professions. On se rend compte aussi que les problèmes d'aujourd'hui sont bien sûr holistiques,
mais ils sont en même temps tellement complexes, etc., que la traditionnelle division entre analytique et synthétique ne fonctionne plus. Il faut être à la fois analytique et synthétique, et ça, c'est une des questions qui se posent. Alors, faut-il s'acheminer pour autant vers l'indistinction entre architecte et ingénieur? Vous avez des gens qui ont passé leur vie à réclamer ça. Je me souviens, chez Methoff, avait même Marc Mimram, de temps en temps, avait des trucs comme ça, etc. Alors, je maintiens quand même qu'il y a des différences assez fondamentales entre les deux. Bon, alors là, ça va être le moment planant, donc patience, hein, mais il n'y en a que pour 30 secondes. Si vous regardez ce qu'essayent de faire les ingénieurs, très souvent, ils répondent à des problèmes d'essence plus primitifs que les architectes, franchir, couvrir, etc. C'est des trucs un peu plus basiques, ils ne rentrent pas trop dans le cloisonnement, si vous voulez, ni les usages, etc. Donc je dirais l'ingénierie, elle a un côté cabane primitive, mais au cube, comme si finalement, c'est de l'infrastructure qui répond à des questions assez fondamentales, mais plus simples. Et en même temps, donc elle est en quelque sorte comme si elle parlait antérieurement au langage, le langage des premiers besoins qui serait avant le déploiement de la quête de sens, etc., linguistique, etc. Vous me suivez toujours? Et puis quand même, comme elle va s'appuyer pour ça sur de la science sophistiquée, c'est comme si elle parlait après le langage, dans une espèce d'avenir scientifique, etc. Alors pour essayer d'illustrer ça, j'ai pris ce projet qui m'amuse toujours beaucoup, de Marc Mimram, où vous voyez finalement l'avant et l'après le langage. Au début était le tronc d'arbre que l'homme primitif ou la femme primitive jetèrent sur la hausse pour traverser le ruisseau. Et puis à la fin, vous avez le métal, le verre, le calcul, le dimensionnement, etc. Ça, c'est l'ingénierie. L'architecture, c'est plus compliqué, parce que l'architecture, elle a presque inévitablement à faire avec des usages plus complexes. Quand je parlais des cloisons, elle a à faire avec des usages plus complexes. Elle a aussi à faire d'une façon plus complexe que l'ingénierie avec la question du sens et du symbolique. Pour caricaturer, je dirais les architectes n'arrivent pas à rester au stade de la cabane primitive. La cabane primitive, presque inexorablement, se transforme en temple grec. Alors, derrière ça, qu'est-ce que je veux dire? C'est que peut-être qu'il est intéressant, en fait, de maintenir cette distinction, qui est aussi synonyme de tension, entre des figures qui ne sont pas complètement réductibles l'une à l'autre. Et ça explique aussi quand même que la plupart des hybrides sont des hybrides, mais des hybrides qui sont plutôt une chose ou une autre chose. Alors je vous laisse deviner de quel côté penche Calatrava, je ne prendrai pas, mais cette question finalement, il y a très peu d'hybrides vraiment à mi-chemin réellement. L'hybridité est toujours déclinée plutôt dans une direction ou une autre. Alors, tout ça pour dire que peut-être qu'entre architecte et ingénieur, on ne reviendra jamais à l'époque heureuse de Brunelleschi. Ce n'était pas si heureux que ça d'ailleurs, il n'y avait pas de dentifrice. On ne reviendra jamais à cette période de l'indistinction, on sera presque toujours dans cette espèce de séparation, etc. Mais c'est une tension productive, et je terminerai en disant, pour qu'elle le soit pleinement, on a besoin d'ambassadeurs et de traducteurs, et je dirais pour moi, finalement, les architectes-ingénieurs ou les ingénieurs-architectes, ce sont les gens qui contribuent à entretenir. Curieusement, votre rôle n'est pas d'abolir cette tension, à mon sens, mais plutôt d'entretenir sa productivité en étant les ambassadeurs, finalement, de part et d'autre sur ces deux rives qui restent quand même séparées. Donc, là-dessus, comme promis, écoutez, j'avais dit 3/4 d'heure, donc c'est à peu près ça. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Antoine pour cette très belle conférence. Je vais passer le micro à Gabriel. Est-ce que c'est ce que vous aviez prévu, Gabriel? Un peu. Bon, alors tout va bien. Donc on va passer, si vous voulez bien, le micro à Gabriel qui va initier peut-être un temps de discussion avec Antoine, auquel vous serez invité à participer, bien sûr. Voilà. Merci pour cette conférence. Effectivement, vous
le titre de votre conférence, vous parliez de divorce. Donc, moi, ça m'avait un peu questionné parce que j'ai l'impression que c'est une question qu'on se pose beaucoup en France, peut-être un peu moins dans les autres pays. On en a entendu aussi un peu parler aujourd'hui dans les différentes tables rondes qui ont été faites pendant la journée. Vous avez parlé aussi des modèles différents entre le modèle polytechnique et le modèle Beaux-Arts au niveau de la formation. Ma question, ce serait de dire, est-ce que vous pensez déjà que ce divorce, il est, avec des guillemets évidemment, purement français, même si vous avez montré que par ailleurs, dans d'autres pays, on avait des architectes ingénieurs qui faisaient un choix, Calatrava. Et si le modèle, d'autres modèles d'enseignement avaient produit d'autres relations entre architectes et ingénieurs. Il y a des aspects français et il y a des aspects qui ne sont pas si français. Par exemple, la Graduate School of Design d'Harvard est beaucoup plus beaux-arts que bien des écoles françaises. On passe notre temps à distribuer des médailles, des prix, des trucs, etc. Je dirais... donc c'est pas que français, il y a des tensions. Alors ça se traduit pas forcément par les tensions à la française, parce que je pense qu'il y a une espèce de mauvaise conscience française par rapport à la construction. Parce que je pense que la France a eu une architecture qui se définissait beaucoup par la construction, et qu'après la Seconde Guerre mondiale, progressivement, il y a eu une perte de savoir-faire en matière constructive des architectes absolument dramatique. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé en France de l'ordre du trauma par rapport à la construction. Si on regarde d'ailleurs, les bâtiments sont très bien construits en France jusqu'au début des années 60, et puis à partir des années 70-80, bon, j'ai pas besoin de faire un dessin. Bon, il y a une espèce de trauma, et ça explique l'intensité particulière de la chose. Je dirais... On a eu pas mal de shows de la Belgique, etc. sur oui, il y a des figures, il y a plus d'hybrides, de figures indistinctes, etc. Par exemple en Belgique, ça va quand même avec quelques tensions. Mais il y a d'autres modèles. Bon, par exemple les Fachhochschule allemandes que vous connaissez mieux que moi, c'est pas un modèle qui existe tellement en France. Je dirais, les écoles, par exemple en Suisse, vous avez par exemple l'enseignement du paysage, ça rentre pas dans les cadres français parce que c'est des Fachhochschule appelés un peu différemment, etc. Donc bien sûr qu'il y a des variantes. Et je dirais que la nostalgie de la fusion architecte-ingénieur, elle est quand même très particulière effectivement à la France, mais pas complètement quand même. C'est-à-dire que partout dans le monde, les architectes s'interrogent quand même sur la question de la maîtrise, sur la question de la dimension technologique. Et bon, ça revient aussi curieusement avec la question environnementale. Vous avez beaucoup d'architectes aujourd'hui qui voudraient devenir des ingénieurs de l'environnement. Et donc, bon... au point d'ailleurs qu'on est obligé des fois de leur dire, bon les gars, ça serait quand même bien encore de faire du projet, et pas uniquement de s'intéresser aux grenouilles, aux oiseaux et à l'herbe qui pousse. Parce que les ingénieurs vraiment de l'environnement font ça mieux que vous. Donc voilà. Et avant d'ouvrir les questions à la salle, j'en avais une seconde, c'était sur l'existence en fait de profils architectes-ingénieurs. J'en retrace au début en fait de la création dont vous avez parlé, hein, de l'école polytechnique, de l'école des beaux-arts. On a déjà des personnes qui se forment dans les deux écoles ou qui font le choix de se former dans une école puis dans une autre, surtout à partir du moment de la création des diplômes et de la réorganisation. Mais est-ce que vous voyez une évolution dans le rôle de ces architectes-ingénieurs? Est-ce que vous pensez que c'est toujours la même chose de cette époque à maintenant, ou donc cette volonté de traduction, peut-être de passeurs ou d'intermédiaires, ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres raisons d'être qu'on pourrait envisager? Vous lui demandez si c'est toujours la même chose, je vais vous répondre non, hein, ça, forcément. Je pense qu'il y a toujours eu, par exemple, il y a toujours eu une proportion de gens des ponts et chaussées qui faisaient de l'architecture.
pour des raisons diverses, etc. Ça fait partie des traditions de la maison. Tout au long du 19e, il y a Léonce Reynaud, etc., etc. Il y a toute une généalogie de gens, etc. Je pense que l'ingénierie a quand même changé. Enfin, Isabelle Soto fait sa thèse, qui est dans la salle, fait sa thèse sur l'évolution de l'ingénierie, par exemple, l'arrivée en force d'une ingénierie à l'anglaise, un peu plus artsy, ce qui se pratique chez Tess et d'autres boutiques qui sont un peu des enfants de RFR. Donc, ça a changé un peu les données du problème, évidemment. Je pense aussi que l'ingénierie, elle a quand même conquis des lettres, je dirais des positions culturelles qu'elle n'avait pas avant. Par contre, elle a perdu une certaine forme d'évidence de l'équipement du territoire, de l'utilité des ouvrages, etc. Donc ça s'est déplacé, effectivement. Moi, c'est vrai que ma conclusion, c'est plutôt de dire on est face un peu partout à une colossale question de sens des pratiques, des professions, etc. Et que ça explique aussi parfois les doubles formations, c'est-à-dire que je crois qu'il y a un désir de refaire sens dans l'action individuelle et collective, etc. Dans un monde dans lequel le moins qu'on puisse dire, c'est que des fois le nonsense tend à l'emporter. Et je dirais les doubles formations, je crois qu'il faut aussi les replacer par rapport à ce contexte-là. Qui est aussi mais qui explique aussi d'autres choses. Pourquoi, par exemple, l'architecture, qui en général mêle à des professions plutôt mal payées, a tendance à drainer un nombre de candidats absolument spectaculaires. C'est parce que on peut pas avoir des gens d'HEC qui quittent tout pour aller faire de la boulangerie, et que l'architecture semble un des derniers lieux dans lesquels on puisse avoir des pratiques qui fassent sens tout en étant quand même un minimum technique, etc. Donc je pense que les formations architectes-ingénieurs, elles sont aussi replacées là-dedans. Et puis il y a d'autres équivalents. Par exemple, on n'en a pas parlé, mais les archis qui font de l'informatique. Il y en a quand même un paquet colossal en Asie, aux États-Unis, etc. Il y en a un peu moins en France, de façon intéressante, mais ça correspond aussi à des évolutions de ce genre. Si on veut parler des différences, c'est quand même très très net. Si vous voulez, sur l'IA, on le voit très très nettement. Il y a un nombre aujourd'hui d'archis qui s'intéressent à l'IA, y compris à ses usages, etc., qui est non négligeable. Aux États-Unis, en Chine, etc. Merci beaucoup pour Si, on vous entend. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voudrais savoir votre avis sur le fait qu'aujourd'hui, par exemple, un étudiant ou un ingénieur de l'acier qui est assez fort sur la géométrie, il crée des structures spatiales et il pense, là, je ne peux pas dire pour tout le monde, mais il existe, il pense que ce qu'on fait, ce qu'on construire, c'est l'architecture. Et donc, il y a moins en moins besoin de l'architecte, de l'étudiant en architecture, parce qu'on vous répond à ces questions. Est-ce que vous pouvez quel est votre avis sur la différence, comment on définit l'architecte par rapport aux ingénieurs qui sont forts en géométrie et qui créent l'espace? C'est un peu ce que j'essayais de dire. Bon, d'une part, il y a un vrai problème de l'architecture par rapport à être dentiste. C'est-à-dire que le dentiste, tout le monde reconnaît son utilité parce que personne n'est capable de traiter ses caries. Tout le monde vit dans un appartement, une maison, et donc pense qu'il a compris ce qu'il y avait à savoir en architecture. Donc ça, il y a un vrai problème de reconnaissance de la compétence. Moi, je pense que l'ingénieur, parce qu'il fait des space structures, pense qu'il est un architecte, il fait une grave erreur. Bon, d'abord parce qu'il y a beaucoup de choses. Non, mais je pense qu'en architecture, il y a des choses à savoir c'est toujours compliqué parce que c'est un mélange de manipulation de l'espace et aussi d'anticipation des usages possibles. Et ça, c'est auquel se mêlent aussi des questions constructives, etc. C'est assez compliqué, ça prend des années et on n'a pas de l'impression sur le moment. Moi, j'ai eu l'impression, je dois dire, j'ai fait malheureusement mes études d'architecture, ou heureusement, je ne sais pas, après les études d'ingénierie. Et je crois que j'ai compris réellement ce qu'on m'avait
qu'on avait tenté de m'apprendre 5 ou 6 ans après avoir passé mon diplôme, où j'ai commencé à comprendre quel était le problème. Et je pense que l'architecture, c'est quelque chose qui est complexe, qui tient quand même aussi beaucoup, c'est Barbaro, je crois, qui disait que l'architecture naît de la méditation raisonnée des usages. La méditation, ça se fait pas en un jour. Et je crois que, bon, alors qu'une structure, encore une fois, c'est un problème, entre guillemets, socialement et culturellement plus simple. C'est qu'on le veuille ou non. Il peut y avoir des structures qui sont des tours de force, qui sont extrêmement complexes à réaliser, etc. Mais je dirais d'une certaine façon, c'est un problème plus simple que de dessiner une habitation. Parce que c'est pas parce qu'une habitation met en jeu des mélanges complexes d'habitus social, de pratiques, de normes, de symboliques, etc. Donc voilà, c'est ce que j'essayais un peu de dire. Un pont, malgré tout, c'est un programme plus simple, qu'on le veuille ou non, qu'un édifice. Voilà. On habite rarement les ponts. Enfin, sauf qu'on est clochard, mais depuis la disparition des maisons sur les ponts, on n'habite pas les ponts. Habiter, c'est complexe. Voilà, donc l'ingénieur, voilà, vous lui donnez une paire de claques et puis tout rentre dans l'ordre. Merci beaucoup pour cet très intéressant excursus sur l'ingénierie et l'architecture. Je trouve que vous avez, comme on dit en italien, le dente avvelenato avec les ingénieurs. Vous avez dit que les structures spéciales ne forment pas d'architecture. Je suis d'accord. Vous avez mis les pontes de Calatrava. Bon, je me doute, je suis d'accord. Mais pour moi, il manque encore des images dans cette diaporama. J'aimerais bien avoir vu une image de la Sydney Opera House, la plus grande catastrophe de construire, ou une des plus grandes catastrophes, 4 fois les tempes, 10 fois les budgets. J'aimerais bien avoir vu aussi des projets des Acadides, beaucoup de projets non construits parce qu'ils ne sont pas réalisables. Donc, vous avez dit que faire un pont, c'est plus simple. Je suis d'accord. Le programme, c'est moins contraignant. Mais il y a l'art de construire qu'il doit être basé sur beaucoup d'ingénierie, de technologies, de techniques qu'aujourd'hui, dans le quotidien, on voit qu'ils sont en train d'être perdus dans la côté des architectes. Et on cherche de faire des architectures qui sont plus symboliques, mais pas étant fondées dans la technique de construire, que moi, j'aime pas parler d'architecture et d'ingénierie, je préfère parler des arts de construire. Je suis pas... Enfin, dans les cours que je donne d'histoire de la construction, je mélange allègrement des œuvres d'ingénieurs, d'architectes. Croyez-moi, j'ai rien contre les ingénieurs. Ma fille me hait encore d'avoir dû, quand elle avait 10 ans, faire un détour de 80 km pour aller voir le viaduc du Vior au milieu de rien, ce qui l'a rendu malade, parce que la route tournait. Je vais prendre je vais jouer l'avocat du diable. Pas très loin d'ici, il y a ce très grand château qu'on appelle Versailles, qui est un machin bricolé de toutes parts, qui, d'un point de vue strictement constructif, il y a des côtés magnifiques avec de la coupe des pierres, superbe, puis il y a des trucs complètement bricolés n'importe comment, etc., avec du bois et plâtre, et ainsi de suite. L'architecture, je pense que l'architecture n'a pas forcément besoin toujours d'être bien construite. Corbu, qui s'intéressait à la technique, était un assez mauvais constructeur. Heureusement, il y avait quand même Pierre Jeanneret qui, en général, passait pour rectifier les trucs. Mais des fois, il ne rectifiait pas. À la Tourette, les descentes de charge sont assez poétiques, etc. Donc, je suis d'accord avec vous, comme je dis souvent à mes élèves, ça ne devrait pas être pris comme une excuse pour mal construire, parce que tout le monde n'est pas Le Corbusier. Et tout le monde n'a pas les moyens de Louis XIV pour quand même s'en tirer, même avec un truc un peu bricolé. Mais l'architecture est pas, contrairement, l'architecture est pas réductible au bien construire.
ça peut toujours, et je dirais même en France. Alors en France en plus, pourquoi c'était une architecture très très bien construite? Parce qu'on est un pays qui utilisait de la pierre et que c'est un matériau qui est moins flexible, plastique, etc. que d'autres matériaux. Du coup, je dirais l'architecture du XVIIe, elle est nettement moins inventive en France que l'architecture italienne ou même certains aspects de l'architecture anglaise, mais elle est en pierre. Donc elle a, enfin, sauf Versailles qui est un mélange de briques et pierre absolument invraisemblable. Et donc tout ça pour dire que les historiens, on n'est pas toujours très doctrinaires. Je pense que l'architecture, elle ne se dé... Bien sûr que la construction est importante, il faut que les trucs tiennent, si vous... mais c'est plus compliqué en réalité. L'autre exemple que je donne toujours, c'est le Wainwright Building de Sullivan. Expression parfaite du dynamisme de la structure acier, sauf qu'une colonne sur deux n'a pas d'acier. Et que c'est d'ailleurs mieux qu'il y ait quand même trop de colonnes, parce que ça donne une espèce de rythme qui est qui exprime parfaitement la structure acier, tout en trichant très fondamentalement. Parce qu'une colonne sur deux est fausse. Bon, ça c'est... L'architecture est souvent un art de rendre la construction signifiante, parfois malgré la construction. Enfin bon, pour les étudiants en architecture, je n'ai pas dit ça officiellement, mais ne vous sentez pas obligé de mal construire. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas Le Corbusier ou Sullivan, il vaut mieux éviter. Bonjour, merci pour la conférence. Moi, je voudrais faire écho à des échanges qu'on a eus pendant le colloque, et notamment une question qui avait été faite auprès d'étudiants. On se posait la question de savoir si le fait d'intégrer l'enseignement de l'ingénierie et de la structure dès le début de formation en architecture pouvait pas brider le développement de la créativité du futur architecte. Et donc, je voulais savoir si vous aviez un avis éventuellement sur ça. Est-ce que c'est un point fort de former à l'ingénierie et à l'architecture dès les découvertes de ces formations, ou est-ce que finalement l'un puis l'autre a une autre force? C'est une très bonne question. Alors, je dirais, il y a des réponses à plusieurs niveaux. Si vous prenez par exemple les enseignements polytechniques, souvent les étudiants qui suivent ces formations construisent mieux, mais sont un peu bridés côté imagination, si vous voulez. Bon, malgré tout, de Madrid, l'exemple le plus typique pour moi, c'est quand même les polytechniques suisses, les deux polytechniques suisses. Alors bon, bien sûr, on est en Suisse, mais il n'y a pas que ça. Je dirais, si vous vous obsédez trop sur le bien construire de façon exclusive au reste, bah, ça va forcément brider votre imagination. Si vous voulez, à la Bartlett, des fois, il y a des projets complètement débiles, mais qui sont en même temps brillants, parce qu'ils ne regardent pas fondamentalement parfois certaines options de faisabilité. En même temps, bon, bah, Calatrava est quand même un bon exemple d'un gars à qui l'imagination n'a pas fait défaut, bien qu'ayant quand même fait beaucoup de structures. Donc ça peut être à deux volets. Moi, en tout cas, bon, je me souviens très très nettement d'être passé par la moulinette de l'école polytechnique avant de faire de l'archi. Bah, ça a été très très dur en ce qui me concerne d'arriver à m'émanciper de ce cadre un peu rationaliste. Et donc, mais je dirais que ça va dépendre ensuite beaucoup des psychologies des gens. Mais je pense que le risque est réel et que bah, ça dépend ce que vous voulez faire. Mais je dirais, bon, si vous voulez faire des formes échevelées et etc., il n'y a peut-être pas urgence à faire une formation architecte-ingénieur. Guéry, c'était pas son obsession. Hein. Donc, ça dépend qui vous voulez être finalement. Je pense que, comme en France, en général, il y a toujours un peu l'idée que l'ingénieur est un notable et que l'architecte est un artiste. Donc, on se dit si on peut être à la fois notable et artiste, que quelqu'un dit plus brutalement en disant on veut bien être bien payé en même temps que. Donc, ça brouille un peu les cartes. Mais je dirais, bon, la question, c'est quel type de concepteur vous voulez être et quel rôle vous accordez à l'imagination, etc. Gehry, c'est parfaitement critiquable d'un certain point de vue, même de plusieurs points de vue, mais en même temps, bon, bah, c'est un projet cohérent.
Merci, bonjour et merci pour la présentation. Peut-être vous avez déjà répondu à la question. En fait, il revient des différents ateliers, le stress qui est vécu par les étudiants pendant le double cursus. Et on constate parfois certains étudiants qui finalement sont obligés d'abandonner l'un ou l'autre. Et même, on parle de divorce, on voit aussi les conflits qu'il y a souvent entre l'architecte et l'ingénieur pendant les phases d'exécution des projets. Et quel est votre avis en fait sur finalement le double cursus aussi bien simultanément et successivement, comme c'est le cas pour vous? Quel est, selon vous, le Pas un programme avis qui sur serait... tout, contrairement aux apparences, mais plusieurs choses. La première, c'est que construire, c'est quand même un truc particulièrement stressant, et notamment en France. Je ne connais pas un architecte. Ça est aussi aggravé par le fait que les architectes sont des gens qui essayent démesurément de contrôler un univers qui est dur à contrôler. Donc c'est extrêmement stressant. Il faut quand même être clair. Être historien, c'est un peu stressant, mais quand même moins. Donc c'est un monde stressant, et la déqualification des métiers du bâtiment fait aussi que si on veut avoir des exigences de qualité, etc., notamment en France, c'est quand même assez compliqué, c'est une bataille. Donc je dirais, même si vous n'êtes pas architecte et ingénieur, si vous voulez avoir un bâtiment bien construit, c'est quand même une bataille en France. Entre les assurances, le client, les entreprises, etc., c'est pas simple. Alors ensuite, en France, on a en plus cette particularité que sont les grandes écoles, avec cette espèce d'élitisme fondé sur la maîtrise des mathématiques, le côté bon élève. Là aussi, en France, les ingénieurs sont en général pas forcément toujours des ingénieurs. Pour les meilleures écoles, c'est des bons élèves. C'est des bons élèves. Alors heureusement d'ailleurs aussi, maintenant en architecture, la plupart des élèves sont des bons élèves. Donc, mais le risque, c'est qu'être bon élève, c'est stressant. Et quand les codes ne sont pas les mêmes, c'est vrai que s'enfiler des kilomètres de maths et en même temps, puis ensuite apprendre le projet, etc., c'est pas simple. Moi, j'ai fait ça plutôt successivement, donc c'était un peu moins stressant. Mais c'est vrai que si vous le faites un peu en même temps, etc., c'est quand même des logiques qui sont quand même assez profondément différentes. Donc oui, c'est stressant, mais je pense qu'en plus, c'est quand même des formations qui demandent, enfin, moi, les élèves que j'ai vus passer à Marne-la-Vallée, que j'ai rencontrés dans mes cours d'histoire, etc., c'était quand même des gens qui travaillaient pas mal. Ça demande déjà en archi, c'est quand même une formation dans laquelle, malgré tout, si vous voulez vraiment faire bien vos études d'archi, il faut travailler beaucoup plus que dans d'autres formations. Et alors, si vous rajoutez là-dessus la couche ingénierie, ça devient un défi, c'est clair. Je disais, j'ai une question particulière. Je reviens peut-être un peu en arrière, mais moi, quand j'ai commencé à travailler dans une agence d'architecture, on m'a beaucoup parlé de l'ordre des architectes, qui a des dogmes, et c'est un mot que vous n'avez pas prononcé dans votre exposé. Donc, je vous remercie, il était très, très savant et intéressant. Mais je me demande si en France, il n'y a pas eu cette couche en plus pour faire la dichotomie, la séparation entre architecte et ingénieur. Je voulais juste savoir, parce que je suis ignorant là-dessus, à quel moment l'ordre des architectes est intervenu dans l'histoire, et à quel moment, et qu'est-ce qu'il a fait pour justement séparer les deux métiers? L'ordre des architectes, il y a des gens qui connaissent ces questions mieux que moi dans la salle. C'est une création, c'est bien connu, de l'époque de Vichy, etc. Oui, c'est très récent. Alors, ça renvoie à une question beaucoup plus ancienne, qui est qu'en France, l'Académie d'architecture, en France, l'État a eu très très tôt une velléité de se mêler des questions d'architecture et de promouvoir une architecture officielle. Par exemple, au XVIIe, alors c'est un peu technique, mais la monarchie française tend à privilégier l'usage des ordres de Vignoles parce que c'est plus standard, etc., que des ordres comme le Palladio Scamozzi, qui sont un petit peu moins au carré. Donc il y a alors du coup, c'est développé en parallèle à ça une espèce de réaction très bizarre des architectes artistes qui a été de s'appuyer sur cette volonté de l'État de mettre mais en fait de la dévier
pour obtenir une reconnaissance en tant que profession qui flirte avec l'État, mais n'est pas, en fait, c'est pas des fonctionnaires. Donc, je dirais, l'ordre, il est un peu né de cette espèce d'ambiguïté qui fait qu'en France, la profession d'architecte a toujours flirté avec l'État, parce que l'État voulait se mêler de l'architecture, avait des bâtiments publics, etc., et en même temps cherchait à préserver son autonomie. Alors l'ordre ensuite, les instances ordinales en général sont des instances conservatrices. C'est presque inévitable parce qu'elles vont de pair avec une certaine idée de la profession, etc., etc. Alors l'ingénierie en France, c'est encore plus compliqué parce que l'ingénierie, au départ, s'est développée dans un cadre public en France, à la différence de l'Angleterre. Mais avec une bataille au début du XIXe siècle, lorsque les ingénieurs privés, sur le modèle anglais, sont arrivés. Par exemple, les polytechniciens étaient indignés dans les années 1820 qu'on qualifie d'ingénieurs des gens qui n'avaient pas fait l'école polytechnique. Donc vous voyez le genre de truc. Et la création de l'école centrale en 1829, c'est en fait une espèce de gifle aux polytechniciens, etc. Alors en France, ce qui est très compliqué, c'est que le titre d'ingénieur n'est pas protégé. Vous pouvez vous appeler ingénieur si vous voulez, mais vous ne pouvez pas être ingénieur diplômé. Parce que ce qui est protégé, c'est les écoles qui sont habilitées à délivrer le titre d'ingénieur, le diplôme d'ingénieur. Donc ça, c'est encore un truc subtil, très français. Et il y a une commission du titre d'ingénieur qui se réunit chaque année pour passer en revue les établissements habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur. Donc les deux professions flirtent avec l'État, mais pas de la même façon, je dirais. Donc voilà, mais c'est une histoire quand même à la fois qui renvoie à des questions assez anciennes, parce que d'une certaine façon, la création de l'Académie d'architecture en France, à la différence d'autres académies, des académies italiennes, etc., c'est Colbert qui crée cette compagnie à l'idée en fait de quasiment, on pourrait dire, de faire des architectes fonctionnaires. Un corps d'architectes finalement. Et très vite, l'Académie dérive et décide que non, ce n'est pas des architectes qui travaillent pour l'État, etc., c'est des artistes. Et donc il y a cette tension, etc. Bon, enfin, je ne suis pas rentré dans tous les détails. Par exemple, aux États-Unis au 19e, il y a une bataille autour de la question du service delivering. C'est dans les pays anglo-saxons, l'architecte délivre un service, donc qui est encore une autre question. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Vous avez abordé le passé, le présent. À présent, moi j'ai une question par rapport à l'avenir. J'aimerais reprendre 2 points que vous avez abordés. Vous dites qu'aujourd'hui l'architecture a pris 2 claques en quelque sorte, le numérique et la question de l'environnement. Oui, c'est le présent. Hein. C'est ça. Puis, vous avez parlé de Brunelleschi comme quelqu'un qui a appartenu à la période de l'indistinction entre l'ingénieur et l'architecte. Maintenant, ma question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que, justement, à l'avenir, on aurait besoin d'un nouveau Brunelleschi qui pourrait reprendre ces questions du numérique et de l'environnemental et qui saurait flouter la distinction à nouveau entre l'architecte et l'ingénieur? Honnêtement, mais c'est un avis. Vous savez, les historiens sont meilleurs à prédire le passé que l'avenir. Moi, je pense que non. Je pense que les défis actuels sont devenus tellement compliqués qu'on a besoin, ce que j'ai essayé de dire vers la fin, on a plutôt besoin d'ambassadeurs et de traducteurs que de chefs d'orchestre qui maîtriseraient toutes les partitions. Mais c'est une croyance personnelle. Mais déjà être capable, je dirais de la part d'un architecte aujourd'hui, de comprendre ce qui est quand même remarquable en architecture et qui fait quand même l'intérêt de ces écoles, c'est quand même la multiplicité des disciplines, des langages, etc., auxquels on est confronté. Donc je pense qu'on a plutôt besoin. Alors il y avait tout à l'heure quelqu'un qui, dans la table ronde, que j'ai écouté, qui disait l'histoire il en reste rien, etc. Mais je dirais que l'enseignement de l'histoire dans une école d'architecture aujourd'hui, ça doit être un enseignement de la souplesse intellectuelle.
et de la capacité à comprendre des langages différents. Donc voilà, je pense qu'on a plutôt besoin d'architectes qui, à l'avenir, soient capables de se mouvoir du numérique aux questions environnementales sans les maîtriser nécessairement complètement, mais qui soient capables, par exemple, de proposer des débuts d'articulation, de servir de passerelle, etc., que de quelqu'un qui serait capable de faire une synthèse des arts, etc. Voilà, mais c'est une conviction personnelle. Hein. Encore une fois, l'avenir appartient à l'avenir. Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence. J'avais une question qui n'est pas désintéressée. Aujourd'hui, c'est l'association 2A2IA qui organise l'événement et qui nous accueille, et l'école d'architecture qui nous accueille. Je me posais la question de comment dans l'histoire, les associations, mais vous avez parlé aussi de corps, d'ordre, ont aussi joué un rôle dans la définition des métiers, des orientations prises. Vous en avez déjà un peu parlé lors de votre conférence et j'aimerais voir si on peut revenir là-dessus. Et je sais que vous aurez peut-être plus de facilité à prédire le passé, mais comment le futur d'une association telle que 2A2IA peut continuer à construire un regard sur l'architecture et l'ingénierie? Il y a différents types d'associations. Dans les pays anglo-saxons, par exemple, l'Institution of Civil Engineers, si vous voulez être ingénieur civil en Grande-Bretagne, il faut à un moment ou à un autre adhérer à l'Institution of Civil Engineers. De même, l'American Association of Civil Engineers, qui a été créée au milieu du 19e sur le modèle de l'Institution of Civil Engineers, fonctionne un peu pareil. La régulation des professions aux États-Unis, comme en Angleterre, se fait beaucoup via des associations professionnelles. Vous n'allez pas avoir, vous ne pouvez pas avoir un rôle de régulateur presque comme une instance ordinale. Donc je pense que votre rôle, c'est plutôt, je dirais, vous survivrez tant que vous avez des idées. C'est aussi bête que ça. Hein. Une association comme la vôtre, c'est une association qui a une force de proposition. Alors si vous pouvez vous transformer, par exemple, la Société centrale des architectes est devenue progressivement l'Académie d'architecture. Donc, alors l'Académie d'architecture aujourd'hui se raconte des histoires comme quoi c'est les héritiers de l'Académie royale de 1671, ce qui moi me fait toujours doucement rigoler, parce que c'est en fait tout aussi honorable. C'est un syndicat d'architectes, une société d'architectes, créée d'ailleurs sur le modèle de la Société des ingénieurs civils française, milieu du 19e, grosso modo. Mais vous, c'est pas non plus ça. C'est plutôt, je dirais, une association qui est autour de projets et d'idées. Donc je pense que c'est ça qu'il faut que vous conserviez. Et puis qui pose la question du rapport de l'architecture aux techniques, qui pose la question des formations, etc. Bon, je pense qu'en soi, ça vous fait un beau programme. Alors, vous ne serez peut-être pas éternel, hein, mais les associés, il n'y a pas beaucoup d'instances qui sont éternelles. Je dirais au pire, vous transformerez en une espèce d'académie d'architectes ingénieurs. Mais bon, quand même, ce que je dis souvent à mes étudiants, le plus dur, c'est d'avoir des idées. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être, avant de... On a vraiment bien pu développer ces échanges, interagir avec vous. Antoine, merci encore à nouveau au nom de toute l'association pour votre présence. C'était extrêmement riche. On espère que l'enregistrement a marché. Voilà, on fait confiance à l'École d'architecture de Versailles. En tout cas, on vous redira, mais on devrait pouvoir diffuser cette conférence sur le site de l'association parce qu'elle est précieuse pour nous. Elle fera date pour un historien, voilà, c'est important.
Merci, merci beaucoup encore et merci à tous d'avoir suivi cette journée. C'était une longue et belle journée. On espère vous retrouver très bientôt pour la 3e édition. Motivés et avec des idées, donc, du coup. N'hésitez pas à venir avec vos idées. Et voilà, très bientôt. Bonne soirée.